il y a une place là. C'est quel cartable, monsieur? Désolé. Vous présentez dans la deuxième table ronde. Non, non, on a fait un petit changement, il y a un petit changement par rapport. C'est quel nom, s'il vous plaît? C'est Baka. Normalement, Baka? Baka. D'accord, ok, parfait. La formation. D'accord. Attendez. Il a fait un petit changement. Alors, bonjour à tous. Nous commençons la deuxième. C'est bon, j'ai tout mis. Alors, nous commençons la deuxième table ronde de cette journée d'études. Donc, la deuxième table ronde intitulée Formation continue des enseignants. Nous aurons donc le plaisir d'écouter les intervenants suivants. Donc, Monsieur Sabri Kamel, Monsieur Aïssad Salim, Monsieur Belhabib Hanafi, Madame Hamou Marawi, Samia et Monsieur Beqa Abdel Nasser. Donc, nous commençons tout d'abord par Monsieur Sabri Kamel, qui est inspecteur de l'éducation nationale, qui nous vient de Borj Bouarerij. Vous aurez donc 10 minutes pour nous présenter l'essentiel de votre intervention. Et comment le troisième. Ouais. Vous pouvez éteindre La lumière. Vous pouvez éteindre cette partie. Éteignez la lumière, s'il vous plaît. Ah, bah oui. Bonjour à tout le monde. J'aimerais juste préciser qu'au départ, on avait commencé par préparer des communications. Oui. Donc juste une précision que je voudrais apporter avant mon intervention. Cette précision, elle concerne la préparation de cette communication pour répondre à l'axe de la formation continue. On avait commencé au début à se préparer et on a été surpris par la synthèse des questions. Les différentes questions qu'on peut soulever quand on parle de ce domaine de la formation continue ont été réparties sur les 4 ou 5 intervenants. Et donc, automatiquement, j'ai revu ma préparation pour me limiter à répondre aux 2 questions qu'on m'avait posées. Quels sont les objectifs principaux des formations continues et comment ces objectifs répondent-ils aux besoins spécifiques des enseignants et aux défis actuels de l'éducation? Alors, pour... vous faites passer? J'ai essayé de synthétiser ces 2 questions sous forme d'un tableau. Ça sera facile à lire. Alors, pour les objectifs de la formation continue, tout le monde les connaît. Je ne fais que les rappeler. Actualiser les connaissances disciplinaires parce que la science, les savoirs évoluent, se développent. Et donc, parmi les objectifs de la formation continue, c'est être toujours à jour. Hein? Développer des compétences pédagogiques. À chaque fois qu'il y a des lacunes, des choses qui manquent, on essaie d'y remédier. Intégrer les technologies éducatives, alors les TIC ou les TIS, technologies de l'information et de la communication en éducation, ces technologies sont devenues incontournables. On est obligé de les adapter, de les adopter, etc., etc. Répondre à la diversité des élèves, c'est un élément qui a été soulevé par les collègues et je crois qu'il va être encore soulevé. On a des classes hétérogènes, on a des niveaux différents et donc c'est aussi une donnée qui s'impose à nous et qu'on doit prendre en charge. Renforcer les compétences transversales ou interdisciplinaires, soutenir la professionnalisation et la motivation. Donc, toute formation continue. Alors, je pourrais même dire qu'au départ, ces stages de formation ou la formation continue, avant qu'elle ne soit une contrainte, c'était une revendication, un droit.
un droit de tout professionnel exerçant un métier comme celui que nous exerçons, le métier de l'éducation, dans l'enseignement. Chaque enseignant ouvre le droit à ces formations continues pour d'abord répondre à ses besoins spécifiques, pour rester compétent dans sa matière, dans son métier. Il y a une concurrence. Bon, nous sommes dans le public. On est assuré, comme disait tout à l'heure pour les sortants de l'ENS, recrutement garanti. On finit sa licence, on a son poste de travail. Dans le public, la même chose, que ce soit à l'université, dans le lycée, le moyen ou le primaire, quand on est recruté, à vie. On termine sa carrière soit en tant qu'enseignant ou alors en tant que directeur, administrateur ou inspecteur. Mais on reste dans le public. Si on était dans le privé, la concurrence ferait en sorte que les professionnels doivent revendiquer ces formations pour rester toujours compétents, pour suivre les évolutions. Donc l'éducation, en ce qui nous concerne, les programmes n'ont cessé de changer. Il y a une constante évolution. Et ça, c'est un défi. C'est un défi. Voilà les 3 colonnes de mon tableau. Hein. Et ce défi a un objectif, c'est la réussite de tous. Lutter contre la déperdition scolaire, lutter contre l'échec scolaire, pour une qualité de formation, pour l'enseignement-apprentissage du français, un enseignement-apprentissage efficace, etc. Donc c'est ça les défis auxquels répond la formation, essaye de répondre, cette formation continue. Donc la même chose pour la transformation numérique, etc. Pour ne pas trop m'attarder, je passe au deuxième power. Donc pour faire la jonction entre cette formation continue et ce que nous faisons en tant qu'inspecteur pédagogique dans nos circonscriptions. Alors, il y a 3 axes majeurs de la formation continue. Ces 3 axes sont construire une séquence d'apprentissage. Là, vous avez des intitulés, on peut les considérer comme des modules. Hein. Et d'ailleurs, ce sont les contenus de nos séminaires, de nos différents séminaires. Tous les collègues inspecteurs qui partagent des affinités, la même vision du monde ou la même façon de faire, puisqu'il nous arrive d'échanger, vous allez voir que ça part du premier moment, croiser les besoins des élèves et les programmes officiels à travers les évaluations diagnostiques. Parce qu'on a un programme, pour commencer à l'appliquer, on doit vérifier les profils d'entrée et donc les besoins qui se font ressentir. Ensuite, il y a aussi tirer profit des spécificités des ressources, donc lire les programmes, les guides d'accompagnement et le reste. Je ne vais pas m'étaler pour les lire. Je passe au deuxième axe de cette formation continue, c'est gérer la classe. Ça, c'est aussi un grand moment de la formation continue. Et là aussi, ça va de apprendre à organiser sa classe en fonction des tâches à réaliser, jusqu'à faire agir et réagir et interagir avec les élèves. On pourra revenir. Le troisième et dernier axe, c'est continuer à se former. Parce que la formation continue n'est pas juste une formation institutionnelle qui prend souvent l'aspect d'une contrainte. Parce que c'est l'inspecteur qui nous convoque, donc on est obligé de venir, de prendre place, d'assister pendant la demi-journée et de repartir. Non, il faut continuer. Il faut que ça devienne aussi un travail qu'on fait sur soi. Donc c'est de l'auto-formation. Et on doit aussi faire comme on veut que notre apprenant fasse. Il apprend à apprendre. Que nos enseignants se mettent à apprendre. Le deuxième volet, qui va toujours avec
cette formation-là, c'est le travail en réseau, c'est-à-dire le travail collaboratif. Toute équipe pédagogique, et mes collègues inspecteurs peuvent le confirmer, qui réussissent à mettre en œuvre les programmes, à réussir leur pratique de classe, ce sont les équipes pédagogiques, les professeurs qui se concertent, qui travaillent en équipe, qui organisent des séminaires, comment on les appelle déjà, séminaires internes, à l'intérieur de l'établissement. Et je vous remercie. Je crois que c'est parfait. Vous nous avez même laissé 2 minutes de plus. Hein. Je les offre à mon ami Céline. Alors, je regarde vite. Oui. Ça l'anticipe. Merci beaucoup, Monsieur Sabri, pour cette présentation très intéressante. Nous passons maintenant la parole à M. Aïsset Salim, inspecteur de l'éducation nationale à Béjaïa. Vous avez la parole, vous avez 10 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail. Voilà. À vous la parole. Bonjour mesdames et messieurs, donc bienvenue. Donc nous remercions le laboratoire LALEM de nous avoir offert cette opportunité pour un peu discuter de ce foisonnement. Ça veut dire que de passer d'une formation universitaire à un monde professionnel. Donc, pour cela, je vais essayer de répondre à 3 questions qui m'ont été posées, bien sûr. La formation continue telle qu'elle est appliquée ou menée jusqu'à maintenant répond-elle aux attentes des enseignants et aux besoins des élèves? La deuxième question, quel est le rôle des inspecteurs dans cette formation et quel est le rôle des enseignants formateurs? La troisième question, les enseignants continuent de dispenser le même type d'enseignement, et ce, malgré les réformes en vigueur et la formation continue dont ils bénéficient ou subissent. Pourquoi, selon vous? Alors, concernant la première question, pour nous, donc, il existe 2 types de formation. Il y a la formation initiale, où beaucoup d'intervenants l'ont déjà soulevé ce matin, et la formation continue. Je vais axer mon intervention sur une pratique de terrain. D'accord? La formation initiale. Les PES recrutés sont censés avoir bénéficié d'une formation universitaire initiale, ce qui a été développé par mes 2 premiers collègues d'université ce matin, où ils nous ont fait un peu les modules. Donc ça, c'est une formation initiale, un licencié ou un master, il a déjà un ensemble. Alors, maintenant, nous avons la formation des normaliens, donc c'est les sortants de l'ENS, qui est différente de deuxième catégorie ici de professeurs que nous rencontrons sur le terrain, parce que nous avons quand même un travail colossal pour pouvoir déjà les intégrer dans le secteur de l'éducation. Parce que vous savez, il y a des examens de confirmation, de refus, ainsi de suite. La formation des normaliens intègre une nomenclature de modules particulièrement riche et cohérente, articulant étroitement la maîtrise des disciplines, ainsi de suite, et les compétences professionnelles, psychopédagogie, informatique, législation scolaire, gestion de la classe, ainsi que des stages pratiques en immersion, donc dont M. Parra, tout à l'heure, dans son intervention, où il parlait un peu des stages que les normaliens ont à la fin de leur cursus. Quant aux PES ayant fait des licences libres, ça c'est important, des masters ou des diplômes hors spécialité, parce que vous savez, en Algérie, avec les différentes politiques, personnellement, j'ai entamé la fonction d'inspecteur d'éducation nationale en exercice depuis 2011, où j'ai eu l'occasion de travailler dans différentes wilayas, à savoir, j'ai travaillé à Médéa, qui est un public complètement différent en termes enseignants, par la suite Tizi Ouzou, et par la suite, actuellement, à Béjaïa. Donc, ça nous renseigne un peu, même par rapport au profil des enseignants, il y a cette hétérogénéité, ça veut dire que chaque université, comme elle forme, mais nous allons dire que, qu'on le veuille ou non, quand même, les grandes villes, à savoir Alger, Béjaïa, Tizi Ouzou, quand même le profil est nettement meilleur. Bon, peut-être que c'est un jugement, mais c'est une réalité. Ils sont admis dans le secteur soit sur concours, soit sur étude des dossiers ou par intégration.
Alors, dans la wilaya de Médéa, par exemple, à l'époque, ils ont recruté des gens qui n'ont rien à voir avec la matière, surtout avec la Disney noire et tout. Il n'y avait pas d'enseignants, ils sont obligés. Donc, nous avons des profils, de temps en temps, on ne sait même pas par où commencer, ou les initier même à comment affronter ce noble métier. Ils bénéficient durant les vacances scolaires d'une courte formation de quelques semaines organisée par les directions d'éducation sous la supervision des proviseurs, des inspecteurs ou des administrateurs anciens. Pourquoi? Parce que par rapport à la fonction publique, tout ce qui s'ensuit, 4 ans, 5 ans, donc on leur attribue, ils doivent suivre 300 ou 400 heures, donc, mais généralement c'est des formations, de temps en temps même pas les gens du domaine ne sont même pas impliqués. Donc c'est la réalité. Alors, les PS relevant de cette dernière catégorie présentent parfois des manques significatifs dans les domaines constituant du métier d'enseignant, que ce soit dans les savoirs théoriques ou les savoirs procéduraux. D'accord? Alors, la formation continue. Les PS en exercice bénéficient tout au long de l'année scolaire et de leur carrière une formation continue qui leur permet d'acquérir des compétences et de consolider leurs expériences. Une formation personnelle basée sur des lectures diverses, où nous incitons un peu nos enseignants, bien sûr, à échanger, à avoir une auto-formation, c'est tout à fait normal. Des préparations à partir d'Internet, à la recherche et des initiatives personnelles. Une formation avec les pairs, dans le cadre de la coordination interne ou des pôles de formation interétablissements. Donc, dans les établissements, nous avons ce qu'on appelle des cellules pédagogiques où il y a un coordinateur ou un prof formateur qui fait généralement la formation continue de l'inspecteur ou des questions qui émergent à tout moment, donc il se concerte, soit c'est pour la préparation des compositions, soit pour encadrer un enseignant stagiaire, où ils assistent et l'orientent, ainsi de suite. Alors, la formation assurée par les inspecteurs, donc c'est quoi? Regroupement, séminaire, journée de formation, demi-journée de formation, etc. Cette formation continue permet à beaucoup de PES d'améliorer leur niveau en matière de savoir académique et des méthodes d'enseignement grâce aux travaux de groupe et de la mise en commun des conclusions et des évaluations qui suivent. Parce qu'en fait, même là, on a tendance à trop parler des enseignants, même notre métier d'inspecteur aussi. Nous avons beaucoup d'inspecteurs qui chapeautent des circonscriptions qui sont toujours dans le domaine théorique où ils ne montrent pas, ils ne proposent pas des trucs pratiques pour que l'enseignant puisse... il ne suffit pas, je pense que tout le monde a un savoir, là, avec l'Internet, avec tout ce qu'il y a maintenant. C'est simple de parler de la pédagogie différenciée. Mais c'est quoi la pédagogie différenciée en classe? Comment l'enseignant va-t-il gérer la classe? Comment? Sachant que nos classes sont débordées des surcharges, tout ce qui s'ensuit. Très bien. Alors, le choix des thématiques travaillées en séminaire découle souvent de l'identification des besoins des enseignants lors des visites pédagogiques. Donc l'inspecteur, généralement, en fait des visites inopinées, bien sûr, pour voir un peu la progression des enseignants. Ce n'est pas en termes de gendarmes que nous déplaçons dans les établissements, mais en tant que formateur pour guider. C'est un moment de formation par excellence où l'enseignant vraiment peut profiter, en tirer profit au maximum. Voilà. Alors, j'étais où là? Alors, néanmoins, il existe toujours le paramètre de la motivation individuelle, c'est tout à fait normal. Il y a ceux qui veulent progresser, il y a ceux qui veulent stagner. Bon. De la motivation individuelle de chaque enseignant qui entre en jeu, pouvant lui permettre ou non d'être performant dans la conception et la réalisation des projets d'enseignement. Aussi, les PES motivés et volontaires parviennent-ils toujours à faire travailler leurs élèves de façon efficiente et rentable au plan... Nous, le jugement, nous le voyons uniquement avec les élèves. Nous avons beaucoup d'enseignants qui nous dépassent, qui, sur le plan savoir, c'est des encyclopédies, mais pour moi, je ne les vois pas utiles pour l'éducation. Parce que c'est important, l'aspect pédagogique, la relation entre le prof et... il y a beaucoup de paramètres qui rentrent. Voilà. Donc, aussi les PS motivés, donc c'est bon.
Alors, ce qui a déploré par contre, et c'est un phénomène, nous souffrons actuellement, vu que nos manuels scolaires sont dépassés, sont loin de l'approche par les compétences, ça n'a rien à voir, alors que le professeur débutant, je peux vous assurer que le professeur qui souffre plus, surtout au secondaire, hein, c'est le professeur de français. Il joue le rôle de didacticien, de celui qui prépare, celui qui fait tout. Alors que dans les pays qui se respectent, ce n'est pas uniquement un seul manuel. Le manuel, c'est une façon de faire. On peut avoir plusieurs façons. Je peux prendre maintenant 10 inspecteurs. Chacun va produire un manuel, mais qui répond un peu, qui répond essentiel au programme. Et les gens, généralement les gens du terrain, au début de l'année, ils se mettent dans un conseil où ils choisissent un manuel sur lequel ils vont travailler, parce qu'ils travaillent le programme. D'accord ? Alors que nos programmes sont vraiment dépassés. Alors, ce qui a donc par contre, c'est l'opération du copier-coller de leçons des sujets d'évaluation à partir de préparations postées par d'autres enseignants, présentant parfois des erreurs scientifiques et méthodologiques très graves. Voilà, actuellement, nous souffrons, vu le manuel scolaire, il est dépassé, les enseignants se rabattent sur les blogs, tout ce qui s'ensuit, l'enseignant n'a pas le temps de vérifier même la véracité de certaines, même données historiques un peu graves aussi, hein, donc de temps en temps, quand on touche à certaines questions du programme, quand on a l'atteinte de, je ne sais pas, parce qu'il faut connaître, d'accord ? Vous avez suivi un peu les sujets du bac cette année, par exemple, où le sujet du bac de parler de Benjamin Stora, c'est tout c'était tout un tapage, et nous étions les deux, nous sommes les deux chargés de la conception des sujets de bac cette année. C'était les deux qui ont fait la quarantaine, la lecture finale. Et c'était notre choix, et on a longuement discuté de la question de Benjamin Stora, ainsi de suite. Bon, mais c'est un choix. Nous, on ne cherche pas les historiens. Nous cherchons, c'est pas un tabou. On propose tous les messages, on propose toutes les cultures, on veut avoir des lecteurs qui lisent, disait tout à l'heure M. Bozard, par rapport aux stratégies de lecture. Parce qu'on ne propose pas. On n'encourage pas nos élèves à... Alors, je vais faire vite. La deuxième question, quel est le rôle des inspecteurs ? Donc, le rôle de l'inspecteur dans ce processus de formation. Donc, c'est inspecter, ainsi de suite, je ne vais pas tout lire. Visite d'inspection et de confirmation. Alors, notre rôle, donc nous avons trois types de visites. Nous avons une visite d'orientation, quand un enseignant et les stagiaires. Généralement, on l'accompagne au début, donc avec une visite ou deux, pour l'orienter, pour ainsi de suite. Par la suite, nous avons ce qu'on appelle une visite de contrôle. Une visite de contrôle, c'est quoi ? On inspecte un enseignant cette année, peut-être d'ici 2 mois, 3 mois, nous avons trouvé qu'il avait des insuffisances. Certainement, nous allons faire un rapport et par la suite, il sera sanctionné par rapport, tout en repassant pour voir est-ce qu'il y a eu une amélioration, ainsi de suite, tout en signalant aussi que ce type catégorie de stagiaires, l'institution leur a réservé 3 journées de formation durant l'année. Voilà. Identification des insuffisances et des besoins d'enseignants inspectés. Ça veut dire quand on s'installe au fond de la classe, par exemple, j'assiste au cours de Madame Talbi, je trouve à l'enseigne, elle est toujours dans la grammaire traditionnelle. Donc, automatiquement, je vais dire, ma journée de formation la prochaine fois, je vais programmer comment on prend les points de langue dans ces nouvelles approches, ainsi de suite. Coordination entre les cellules pédagogiques, multiplication des travaux et des évaluations, formation des nouvelles recrues, contractuelles et stagiaires, organisation des regroupements, collecte d'informations avec les besoins, donc ainsi de suite, pour faire le suivi. D'accord. Alors, il me reste 2 minutes. Le rôle du professeur formateur émérite. Maintenant, le professeur formateur. Le professeur formateur, chez nous, nous avons un problème d'institution. Là, peut-être que ça va décevoir certains enseignants, mais pour nous, le prof formateur, c'est un professeur ancien. Alors qu'il y a une différence entre un professeur ancien et un professeur expérimenté. Personnellement, donc, ils ont eu ce statut de professeur formateur. Personnellement, avec tout le respect, je ne pourrais pas lui attribuer des stagiaires pour les former parce que je sais qu'ils vont être dénaturés complètement. Donc, généralement, nous sommes obligés, même de temps en temps, de former complètement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On les confie
ça m'est arrivé de confier des stagiaires à quelqu'un qui a 2 ans d'expérience, 3 ans, parce que je sais que c'est plus efficace pour lui. C'est important parce qu'il est imprégné dans les nouvelles stratégies, dans les nouvelles approches, ainsi de suite. Et c'est un véritable dilemme. Actuellement, dans le nouveau statut, il n'y a plus de formateurs. On l'appelle enseignant émérite. Dans le nouveau statut actuellement. Donc l'appellation formateur maintenant, elle est dépassée. Émérite, je ne sais pas. Donc, douille, je ne sais pas, essentiel. Ce qui est écrit en français. Est-ce que je. Momiz, Sarab. Il l'appelle Momiz. Voilà. Coordination, alors, son rôle. Excusez-moi, madame formatrice. Coordination entre les membres de la cellule pédagogique, leur rôle, les professeurs formateurs. Alors, accompagnement des enseignants stagiaires, supervision des séquences des projets dont parlait M. Sabri tout à l'heure, relation avec l'administration et avec l'inspecteur quand il y a le suivi des programmes, quand il y a des tâches à faire. Généralement, on ne peut pas communiquer avec toutes 5-6 professeurs. Il y a un coordinateur qui fait l'intermédiaire, ainsi de suite. Très bien. Alors, le poste de professeur coordinateur, maintenant, n'existe plus dans la réglementation en vigueur. C'est le proviseur ou l'inspecteur qui charge de nommer un coordinateur parmi les plus expérimentés. Je dis bien les plus expérimentés, pas les plus anciens. C'est important. Très bien. Alors, la troisième question, donc, vous pouvez lire la question pour ne pas consommer 2 minutes, là. Alors, non, vous êtes tellement passionné par ce que vous dites qu'on n'ose même pas vous interrompre. C'est ma nature. C'est ma nature. Il vous reste 1 minute, si vous voulez bien. Il existe une volonté réelle chez beaucoup d'enseignants pour répondre... ça m'a manqué, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Il existe une volonté réelle chez beaucoup d'enseignants pour répondre aux exigences des réformes proposées. Ils appliquent les directives de la tutelle et celles des EEN en matière des programmes et de la méthodologie de l'enseignement par projet suivi l'approche par compétences. Dans beaucoup d'établissements, les PES prennent conscience de l'utilité des initiatives innovantes et font des efforts de coordination interne. Sincèrement, il y a beaucoup d'enseignants, surtout les nouveaux et tout, même les anciens à la Koulihal, et ils font un travail vraiment extraordinaire. On dit qu'on n'est pas en Algérie. Sincèrement, de temps en temps, surtout dans les coins recalés, à Dakar, Sidi, Jarqboua, un peu partout, vraiment, de temps en temps, on se dit on est ailleurs. Vraiment, ça fait plaisir. Néanmoins, il existe des obstacles qui rendent la formation et les directives parfois inopérantes. Insuffisante formation en matière de lecture des programmes, qui a été citée par nos collègues, absence de manuels pouvant harmoniser, donc au moment Mme Talbi va intervenir sur cela, je pense qu'on va y revenir, absence de motivation en matière de promotion pouvant encourager les enseignants à mieux travailler, c'est important, oui. C'est important. Alors, absence de contraintes et de moyens de sanctions administratives et financières contre les enseignants qui proposent un enseignement routinier et médiocre. De temps en temps, quand on s'assoit au fond de la classe, on se dit c'est pas possible. Logiquement, il ne doit même pas être payé avec tout le respect pour les enseignants. Mes enseignants me connaissent, n'est-ce pas? Très bien. Alors, surtout pas dans si grandes wilayats, mais il y a des wilayats, je parle par exemple ailleurs, c'est vraiment une catastrophe, où les profs de français parlent en arabe. Donc, ils l'enseignent en arabe, ça veut dire qu'il n'y a rien à dire. Donc, alors, manque flagrant des moyens didactiques, absence des tirages dans les établissements, nos enseignants souffrent, nous n'avons pas de manuel. Les chefs d'établissement disent restrictions budgétaires, nous n'avons pas de budget alloué à cela. Alors les enseignants, les pauvres, s'ils payent même des tirages à l'extérieur. Donc chacun comment qu'il se débrouille, malgré qu'il y a certains qui font des efforts, bien sûr. Alors, merci pour votre attention. Merci à vous. Merci à vous pour cette présentation très très intéressante. Et vous finissez par une note très positive et juste après, vous avez énormément de notes négatives. Je l'ai remarqué dans la conclusion. C'est normal. Ok. Nous passons la parole juste... Oui, très bien. Merci beaucoup. Oui. Nous passons directement à M. Belhabib Hanafi, inspecteur donc, de l'éducation nationale de la wilaya de Béjaïa. Est-ce que vous avez... Non, ok. Donc, vous avez 10 minutes, à vous la parole. On vous écoute. Donc, mes chers collègues, chers...
Donc, je tiens d'abord à remercier les initiateurs de cette journée d'études autour d'un point crucial qui est la formation. Donc, si on parle de la formation, on peut les classer en deux catégories. Donc, la formation initiale, c'est celle qui se fait au niveau des universités, des ENS, et la formation continue. Donc, l'axe qui nous intéresse le plus, c'est la formation continue. Donc, la définition de la formation continue, c'est un parcours d'apprentissage qui est destiné aux actifs, aux adultes, donc aux personnes qui exercent un métier. Donc, c'est pour acquérir certaines compétences ou bien mettre à jour des connaissances déjà acquises. Les objectifs de la formation continue, c'est acquérir ou approfondir des compétences, s'adapter aux évolutions technologiques et économiques du monde du travail, notamment dans le monde éducatif, avec l'intégration des nouvelles technologies de communication en éducation. Donc, elle est plus que nécessaire, elle est indispensable, cette formation. Prenons en charge cet aspect qui est les nouvelles technologies. Donc, les nouvelles technologies, maintenant, au niveau des classes de langue française, les supports ne sont de plus en plus, on s'éloigne du support papier. Donc, on va vers l'écran, on va vers les PowerPoint, donc, un enseignant doit avoir une formation prenant en charge cet aspect technologique. Mettre à jour les connaissances d'un enseignant. Les connaissances, donc il y a des nouvelles méthodologies, il y a de nouvelles pédagogies qu'il faut prendre en charge. Donc le savoir, il se renouvelle. Également, parmi les objectifs de cette formation continue, vous avez vulgariser les nouvelles directives émanant de l'institution, le ministère de l'Éducation nationale. Ces jours-ci, il y a eu une suppression d'1 heure pour les premières années lettres. Donc, le ministère, il va certainement envoyer des directives qui va prendre en charge cette suppression d'1 heure pour les premières lettres. Dans le domaine de l'inspection ou bien sur le terrain, la formation continue des enseignants du secondaire est assurée d'abord par des inspecteurs de l'éducation nationale. À travers quoi? À travers des journées, des demi-journées de formation. Et chacune de ces journées de formation développe une thématique précise, ciblant un public aux besoins spécifiques. Les besoins d'un stagiaire au début de sa carrière ne sont pas nécessairement les mêmes besoins de quelqu'un qui a une certaine expérience. Depuis la création du grade de PES formateur, les nouvelles recrues, les stagiaires ou les nouvelles recrues dans l'enseignement sont encadrées par ces enseignants avant de passer leur examen de titularisation. La question à laquelle je dois répondre, c'est: avez-vous constaté des différences significatives entre les diplômés des ENS et ceux des universités? Si oui, quelles sont et comment influencent-elles leur pratique professionnelle? La réponse à cette question, c'est oui. Donc, il y a une différence significative. Mais cela ne doit pas nous donner le droit de généraliser. Nous avons des sortants de l'ENS qui sont de véritables pépites, c'est des lumières, et cela est dû généralement à une motivation personnelle. Mais il y a d'autres, c'est des licenciés, c'est des masters en langue, qui sont également des gens qui excellent dans le métier d'enseignant. La différence entre les sortants de l'ENS, donc j'ai mis un petit tableau. La première, la formation
pour les sortants de l'ENS, ils ont reçu une formation spécialisée leur permettant d'exercer ce métier d'enseignant. Par contre, quelqu'un qui est issu d'une fac, qui a une licence ou bien un master, la formation, elle est générale et qui se focalise beaucoup plus sur la maîtrise de la langue. C'est-à-dire, il n'a pas les techniques d'enseigner, mais il a la matière. Le choix du métier est fait dès l'obtention du bac pour un sortant de l'ENS. Lorsqu'il a son bac, il choisit d'aller à l'ENS, donc il sait quel est son métier. Le métier, il est choisi au préalable. Cela lui donne une petite motivation. C'est plus motivant. Par contre, un licencié ou bien un master, à défaut d'aller dans un autre secteur, il se retrouve enseignant. Oui. La moyenne exigée pour s'inscrire en première année à l'ENS influe positivement sur la qualité des enseignants formés dans ces écoles. Maintenant, on exige une certaine moyenne. J'ai entendu des 14, des 15, des 17. Il y a même des scientifiques avec un 17 de moyenne, au lieu d'aller vers la médecine ou bien, ils préfèrent aller dans une ENS. Des enseignants possédant des savoirs théoriques pour les masters et les licences libres, ce sont des enseignants qui possèdent des savoirs théoriques, mais ne possèdent pas des savoirs procéduraux. Le dernier point, c'est les stages pratiques effectués durant la formation initiale permettent d'avoir une idée, une image de la classe. Donc quelqu'un de l'ENS, il ne découvre pas la classe au début de son recrutement. Donc il a déjà effectué des stages, donc il sait de quoi il s'agit. Mais par contre, pour quelqu'un qui est issu d'une université, c'est une véritable découverte. On le parachute dans une classe et généralement, ça donne... La conséquence, c'est quoi? C'est une grande déception. Il ramène des fiches, mais il est devant 40 élèves. Il n'arrive même pas à imposer le silence. Donc, c'est une véritable déception. Merci pour votre... Merci à vous. Nous aurons certainement, nous allons certainement revenir sur certains points quand il sera temps de débattre. Nous passons maintenant à Madame Hamou Marawi Samia, qui est enseignante formatrice à Béjaïa. À vous la parole, Madame, vous avez 10 minutes. Bonjour tout le monde. Je suis très honorée d'être parmi vous pour participer à cette journée très bénéfique pour nous tous. Je remercie à l'occasion M. Aïsset qui m'a donné cette chance. Voilà, j'espère que ce genre d'initiatives se multiplieront. Voilà, donc, Inch'Allah, il y aurait d'autres occasions de nous rencontrer pour discuter à propos d'un sujet très pertinent, voilà, qui nous concerne tous et qui concerne aussi nos enfants. Je dis nos enfants parce que nos élèves, ce sont nos enfants. Voilà. Alors, mon intervention portera sur la formation continue des enseignants. En essayant de répondre objectivement à la question, pensez-vous que ces formations sont suffisantes pour répondre aux besoins des enseignants? Quelle amélioration suggériez-vous pour les rendre plus efficaces et pertinents? Alors, je vais d'abord, je ne vous apprends rien, mais tout le monde le sait, que la formation professionnelle des enseignants repose sur deux volets. Premièrement, la formation professionnelle en présentiel et deuxièmement, la formation professionnelle à distance. Voilà. Alors, je vais commencer par la formation professionnelle en présentiel. Vu qu'on est, la majorité de nous, nous sommes anciens, moi je me permets de dire que j'ai vu cette formation s'améliorer d'une décennie à l'autre. Je ne dirais même pas d'une année à l'autre, grâce, je vais me permettre de parler un peu
de mes collègues. C'est-à-dire il y a un facteur nouveau ou bénéfique que je tiens à signaler, c'est la désignation d'une nouvelle génération jeune d'inspecteurs qui nous ont encadrés ces dernières années par rapport, tout en rendant hommage à l'ancienne, j'appellerais l'ancienne génération. Voilà, ça c'est un avis personnel. Voilà. Et je remercie M. Aïsset, M. Bqa, c'est la nouvelle génération, M. Blahbib, que j'ai eu l'occasion aussi de connaître. Voilà, cette nouvelle génération vraiment a donné un coup de souffle à notre travail en tant qu'enseignant. Voilà. Ça, c'est peut-être, je dirais, le seul point positif pour moi, hein, parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui persistent. Je vais citer quelques, je vais être brève et rapide, peut-être même efficace, entre parenthèses. Alors, il y a beaucoup de contraintes dans cette formation des enseignants, surtout les nouveaux recrues. Voilà, en commençant par le premier point connu par tous les enseignants, qu'ils soient nouveaux ou anciens, c'est le manque de moyens pédagogiques. Voilà. Donc, il y a, je dirais peut-être absence, par moment, dans certains établissements, absence de moyens rudimentaires, c'est-à-dire le minimum n'y est pas, comme le papier, l'imprimante, etc. Donc, c'est un problème énorme. Voilà. Deuxième point, et ma collègue va intervenir, je vais laisser peut-être la parole après à ma collègue qui va s'étaler sur ce sujet, c'est le manuel scolaire. Ça reste aussi mon avis personnel. Il ne répond plus aux besoins des élèves et il est inadapté donc, par rapport aux nouvelles approches pédagogiques. Donc, d'après moi, je peux me permettre de dire qu'il est dépassé. Ce n'est pas à revoir. Il faut carrément changer de manuel. Je propose, hein, ça reste un avis personnel, enfin, peut-être partagé par pas mal de mes collègues. Je passe à un troisième problème aussi, c'est les journées de formation. Alors, vous m'excusez mes chers inspecteurs, mais pour moi, 3 jours par an pour un enseignant, vous nous rencontrez, vous nous réunissez une fois par trimestre, est vraiment, sans dire insuffisant. C'est un nombre. Voilà, c'est la réglementation. C'est pas, ils auraient aimé nous voir souvent, mais la râle. Donc, c'est vraiment insuffisant pour former donc, efficacement des enseignants de qualité. Sans oublier la couverture financière dérisoire qui est de 200 dinars par enseignant. Je tiens à le signaler parce que c'est important. Entre parenthèses, 200 dinars par enseignant pour les repas ou pour la couverture financière de l'enseignant pendant la journée pédagogique ou le séminaire. Post-café et déjeuner. Voilà, post-café et déjeuner. Fallait la préciser, monsieur. Voilà. Voilà. Donc, autre point, le manque de coordination entre les inspecteurs et le professeur formateur. Il l'a signalé déjà, M. Aïsset. Donc, on a été désigné prof formateur à un moment donné, sans nous expliquer nos tâches, sans nous former, sans nous orienter. Voilà. De temps en temps, il y a des initiatives personnelles de la part des inspecteurs, ils viennent, ils nous expliquent, etc. Mais ça reste aussi, on a besoin de former, même le prof formateur, il a besoin de former pour qu'il puisse former. Sinon, donc, l'accent, elle est ratée d'avance. Même ces tâches ne sont pas déterminées dans le statut. Exactement. Ces tâches ne sont pas déterminées. Donc, on nous balance comme ça des appellations à chaque fois, mais on ne sait pas en quoi ça consiste, quelles sont nos tâches. Voilà. On essaie de prendre des initiatives personnelles, mais ce n'est pas ça le travail normalement efficace. Il devrait être encadré. C'est-à-dire, je vais proposer après dans les solutions. Par exemple, il fallait réunir dans des séminaires ou dans des journées pédagogiques uniquement les formateurs pour leur expliquer leurs tâches, pour les orienter. Voilà. Ça, c'est pour... alors, donc, voilà. Alors, je passe maintenant à la formation. Donc, j'ai résumé. Hein. Donc, je ne me suis pas étalée sur... Il y a beaucoup de problèmes, mais j'ai essayé de résumer, vu qu'on a uniquement 10 minutes, sachant que j'ai accordé 3 ou 4 minutes à M. Aïsset. D'accord. Alors, la formation... S'il me reste de temps, vous allez lui accorder le reste de mon temps. D'accord. Alors, pour la formation professionnelle à distance, je dirais, malgré l'utilisation ponctuelle de cette méthode par certains inspecteurs, je cite l'exemple de M. Bqa, voilà, et même M. Aïsset, mais M. Bqa, on le voit beaucoup plus penché vers ce genre de travail, cette méthode de travail.
je dirais, elle demeure très limitée, malheureusement, en raison de plusieurs contraintes. La première contrainte, c'est le manque d'outils numériques. Donc, les établissements ne sont pas équipés de vidéoprojecteurs ou il n'y a pas d'ordinateur. Même l'Internet, parfois, il n'y a pas. Voilà, il n'y a rien. Les data shows, rien. Voilà, c'est surtout ce gros problème auquel est confrontés les enseignants ou même les inspecteurs pour pouvoir utiliser les méthodes technologiques. Alors, deuxièmement, la préparation insuffisante des acteurs concernés. C'est-à-dire les enseignants ne sont pas aussi préparés pour travailler avec l'éthique, que j'appellerais, voilà, les outils technologiques. Ce soit les enseignants, les inspecteurs ou même les profs formateurs. Voilà, donc ça, j'ai résumé les problèmes en deux points essentiels. Alors, j'ai quelques propositions pour remédier à ces insuffisances. Je commencerai par la première proposition. Je suis un peu matérialiste. C'est allouer un budget conséquent pour l'acquisition des moyens pédagogiques et numériques nécessaires à la formation. Donc, pour moi, ça passe en première position. On ne peut pas travailler sans moyens. Voilà. Deuxièmement, mettre en place des formes de formation plus efficaces. Comme on voit dans les pays qui se respectent, je cite un exemple d'autres formes, par exemple les universités d'été. Voilà, on est libre, on peut prendre un mois de congé, on a 2 mois, donc un mois de congé, et un mois on peut se former, on peut se réunir pour travailler ensemble. Je propose aussi les stages bloqués. Alors, je n'ai pas besoin de voir mon inspecteur en une semaine, en une journée ou une demi-journée, c'est insuffisant selon moi. Je propose 1 semaine à 1 mois, accorder davantage de temps à la formation, minimum 10 jours par an, et revoir la couverture financière plus adéquate. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Et vous faites en réalité aussi la transition vers directement avec l'intervention de monsieur Baqa Abdel Nasser, donc, qui est inspecteur de l'éducation nationale ici à Béjaïa. Je lui donne la parole pour nous présenter son travail, sa réflexion. Je vais le faire maintenant. Vous avez 10 minutes, monsieur. Merci. Bonjour tout le monde. D'abord, je remercie les responsables de l'université, ceux de l'ALM pour ce colloque, cette journée d'études qui est vraiment très intéressante et importante et qui peut porter beaucoup de résultats positifs en faisant le lien entre l'éducation, entre le ministère de l'Éducation et ceux de l'enseignement supérieur. Alors, donc, je vais intervenir. Mon intervention, elle va toucher un point commun entre tous les intervenants qui sont là. Il n'y a pas un intervenant qui n'a pas parlé de compétences. Moi, je vais parler directement de compétences en tant qu'objectif de la formation continue. Alors, quand je parle de compétences, moi, en tant que formateur, inspecteur au secondaire, mon objectif par la formation continue, directement, c'est le développement des compétences. Mais quelles compétences ? Quand on parle de compétences disciplinaires, ça c'est connu par tout le monde. Mais au-delà des compétences disciplinaires, on trouve les compétences, nous avons les compétences transversales. C'est ça qui m'intéresse beaucoup plus. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la langue ou bien la compétence linguistique pour savoir enseigner. Le monde évolue maintenant. Le monde évolue, il faut savoir communiquer, il faut savoir interagir, il faut savoir comprendre l'autre
hein, et pour faire passer et développer certaines compétences. Alors, pour les compétences disciplinaires, ce n'est pas important, le savoir-faire et les attitudes, mais pour les compétences transversales, c'est mon point le plus important à développer. Donc, nous avons 3 axes dans les compétences transversales. Je ne vais pas trop développer, trop lire les détails, mais je parle d'attitude, l'attitude de l'enseignant. L'attitude de l'enseignant face à ses élèves. L'attitude de l'enseignant face à ses collègues. La compétence transversale, ce n'est pas uniquement avec les élèves, c'est très important avec les élèves, mais aussi pour une meilleure formation, c'est aussi avec les collègues. Quand on ne sait pas communiquer, quand on n'a pas les moyens, quand on n'a pas les moyens et les outils pour partager l'information et s'échanger les expériences avec ses collègues, donc c'est en vain. D'où la nécessité d'un travail de coordination au niveau de la cellule, un travail efficace. Quand on n'est pas prêt à accepter la différence de l'autre, on ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer, on ne peut pas se réunir. Dans certaines cellules pédagogiques, on ne peut même pas se réunir pour discuter d'un point ou bien d'un élément important. Beaucoup plus, pour l'élément le plus important pour nous, c'est les évaluations sommatives et certificatives. Si on ne fait pas la coordination et la collaboration de la conception d'un sujet sur tel et tel point, c'est vraiment décevant. Alors, c'est pour cela que je vise vraiment à développer en tant que formateur, en premier lieu, les compétences transversales. Dans ces compétences transversales, donc, il y a le relationnel, le communicatif, le socio-affectif. Nous avons les démarches mentales aussi. Il y a des stratégies et des démarches qu'il faut adopter. Savoir mettre en place un plan de travail, soit au niveau de la cellule pour les profs coordinateurs, un plan de travail, un plan d'action, soit avec ses élèves. Parce que les élèves, ils sont différents. Il y a une hétérogénéité, comme on dit. L'hétérogénéité, c'est la règle, ce n'est pas l'exception. Dans toutes les classes, il y a de l'hétérogénéité. Pour prendre en charge cette hétérogénéité, il faut vraiment avoir les compétences qu'il faut. Et nous avons les démarches méthodologiques. Bien sûr, un enseignant, moi je parle beaucoup plus des enseignants, les élèves c'est une autre paire de manches. Un enseignant doit savoir aussi mettre en place une méthode de travail efficace, qu'il juge efficace. Et ces méthodes-là, je reviens toujours parfois en arrière, c'est de savoir communiquer avec l'autre et de partager l'expérience de l'autre. Parfois, ma méthode ne fonctionne pas, mais si je me concerte avec mon collègue ou bien avec mes collègues, et je peux aller encore plus loin, ce n'est pas uniquement cette coordination au niveau de la cellule. Pourquoi pas créer un groupe sur la toile, ou bien les réseaux sociaux, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Il y a des enseignants, je connais des enseignants qui travaillent sur Classroom avec ses élèves. Il y a des applications comme ça qui sont très importantes et très efficaces, mais comment les mettre en place? Alors, donc, il y a des méthodes de travail qu'il faut adopter. Alors, dans tout le transversal, je vise aussi l'importance du numérique. Je passe au numérique. Quand je parle du numérique, bien sûr, on n'a pas le choix. On doit s'y mettre, on doit s'investir, parfois même avec nos moyens. Parce que dans notre ministère de l'Éducation n'a pas doté les établissements de moyens suffisants pour progresser dans ce sens-là. Alors que nos voisins, les Tunisiens ou les Marocains progressent à grande vitesse par rapport à nous. Le monde avance dans le numérique. Alors on a besoin, il est temps de s'y mettre.
Si je vous dis, par exemple, dans un établissement, dans la correction du bac, je ne trouve pas où brancher mon PC pour l'alimentation. Hein? Elle témoigne, elle était présente. Alors, j'ai mon tableau de bord numérique pour travailler et faire avancer convenablement le travail de la correction, et ça va faire plaisir aux enseignants. Ils sont contents quand on voit qu'on avance vraiment d'une manière très organisée et très facile. Alors, je n'ai pas trouvé, j'ai dû ramener 2 rallonges pour me faire brancher ou bien faire brancher mon PC. C'est vraiment dommage, il n'y a pas les moyens. Deuxièmement, on passe aux compétences numériques. Les plus simples, c'est l'éthique. Dans les compétences numériques, avant d'aller plus loin, les plus simples, c'est l'éthique. Un enseignant doit savoir et pouvoir utiliser les technologies d'information et de communication en classe. La moindre des choses maintenant, c'est les data shows. Utiliser un data show, ça nous permet de gagner beaucoup de temps et de s'enquérir de beaucoup d'informations. Alors, utiliser un data show peut remplacer le tirage. J'ai le texte, il est saisi, hein? Je le projette directement ici, je n'ai pas besoin d'aller faire un tirage. Hein? Ça me permet de gagner de l'argent et du temps. Alors, donc, je parle, ça c'est des compétences de base. Hein? On ne parle pas du côté technique ou technologique ou bien les termes de spécialité, juste les compétences de base. Qu'est-ce qui reste? Alors, donc, selon le CECR, les compétences de base, elles sont 16 compétences de base. Hein, selon le CECR, en Europe, elles sont réparties en 5 axes. Hein, juste à titre indicatif, 5 axes, information et données. C'est avoir de l'information, savoir trouver de l'information et savoir la chercher sur le net. Communication et collaboration, communiquer à distance. C'est très important, la communication, ce n'est pas uniquement en présentiel, mais communiquer à distance, c'est une compétence très importante. Il y a des moyens énormes et des technologies et des plateformes, des applications, des réseaux sociaux qui nous permettent de faire ça, mais on n'est pas organisé, on les utilise pas à bon escient, à tort et à travers. Création de contenu. Alors, quand on sait faire de la recherche, on trouve la bonne information. C'est une manière de créer un cours interactif avec une vidéo, avec une capsule. Ça permet vraiment de motiver les élèves. Un enseignant qui arrive à faire ça, ça motive les élèves. Protection et sécurité. Bien sûr, j'ai mes informations sur mon PC, je dois savoir protéger mes données. Je dois savoir protéger mes données, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien sur mon PC. Environnement numérique, savoir utiliser l'environnement numérique. Et j'arrive à la chose la plus importante, qui est l'intelligence artificielle. Là, j'ai beaucoup de choses à dire et je ne peux rien dire. Parce que nos élèves, nos enfants vont nous dépasser dans ce domaine-là et peuvent nous laisser bouche bée. Alors l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose de difficile. C'est comme la natation. Il suffit de se jeter à l'eau et on prendra le plaisir de naviguer et d'avancer. Donc, l'intelligence artificielle est une technologie qui permet aux machines de simuler. C'est une machine et il suffit juste de cliquer et on aura l'IA. Oui. Donc, nous avons le DeepSeek, Perplexité, ChatGPT, et maintenant il y a plein, c'est des centaines. Il y a des centaines sur la toile et il y a ceux qui sont gratuites, il y a celles qui sont payantes. Alors donc, c'est le moment, le temps ne permet pas, c'est le moment, s'il vous plaît, de voir les choses en face et de s'investir et de s'engager dans ce sens-là. Merci pour votre attention. Merci. Merci à vous, monsieur, et je pense que nos élèves et nos étudiants nous ont dépassés sur ce point depuis déjà un bon moment, puisqu'ils l'utilisent souvent et ils l'utilisent beaucoup plus que les enseignants. Nous passons directement à la séance débat. Est-ce que vous avez des questions? On commence par monsieur. Oui. À quel micro?
Salam alaikum. Donc, c'est M. Fadel Absattar, accompagnateur, formateur. D'abord, je remercie l'équipe pédagogique de nous avoir réunis, de revoir nos amis inspecteurs et formateurs. Le problème déjà pris en charge, il est à la fois épineux et alarmant. Épineux, pourquoi? Parce qu'on fait toujours on suit toujours la même stratégie, avec les mêmes ingrédients, avec la même procédure. On arrive toujours au même résultat, et c'est un résultat négatif, et on continue de le faire, et on est content. Ouais. Que demande le peuple? Voilà. Alarmant, pourquoi? Parce qu'on parle de la formation. Consacrer uniquement une seule journée à la formation, c'est un faux pas pour la formation. Pourtant, il y a une vraie intention pour l'équipe. Je ne doute pas de... Le problème dans la formation, donc, on doit tout d'abord définir le profil. Quel type de profil? L'enseignant. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, quels sont les modules qu'on doit enseigner? S'il vous plaît, à qui vous adressez la question pour cibler le... Ah, À qui vous adressez ces questions pour qu'on puisse... pour tout le monde. D'accord, ok. Pour tout le monde. Tout le monde, pour la tutelle, pour nous, pour D'accord, l'université, ok. etc. Parce que moi, j'arrive à dire qu'il oui. faudrait qu'il y ait un cahier de charge. Mhm. Ah, c'est très important, un cahier Oui. de charge entre les deux ministères, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation nationale, et définir le profil. Voilà. Donc, je dis maintenant quels sont les modules qu'on doit enseigner. D'ailleurs, si maintenant vous faites une étude comparative entre l'ENS de Bouzaria, Sétif, Constantine, Mosta, Oran, ce ne sont pas les mêmes modules. Et vous pouvez les vérifier. On n'a pas injecté des modules d'ingénierie de formation et de planification. La durée de stage, par exemple. Pourquoi c'est à la fin du cycle? Pourquoi ce n'est pas toute l'année? Enfin, tout le cursus universitaire. Je dirais que la formation évolue pour intégrer davantage les pédagogies actives. Le numérique, ce n'est pas uniquement un outil de présentation, mais au contraire, c'est un outil qui nous permet de collaborer, de créer, de développer l'esprit critique, etc. Donc moi, je dirais que ce n'est pas uniquement la formation initiale, elle pose problème. Oui. La formation continue, elle aussi, elle pose problème. Et ce qui est aussi navrant, c'est qu'il n'y a pas d'auto-formation et d'auto-évaluation. Donc normalement, on doit prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on forme. Et s'il vous plaît, ayons le courage de dire on a échoué dans la formation. Voilà. Je pense que toutes les interventions soulèvent énormément d'insuffisances dans ce sens. Est-ce que... on a encore le temps de prendre une autre question, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Bonjour. C'est ça le souci. J'ai une petite expérience dans l'administration. J'étais censeur pendant une année, et ce que j'ai constaté, que les connaissances pédagogiques, les connaissances disciplinaires ne suffisent pas pour être un bon enseignant. Oui. Ce qui manque à nos enseignants, Oui. que ce soit les sortants de l'ENS ou ceux qui sont issus des universités, ils ont un problème crucial, c'est celui de la gestion de la classe. Et ceci n'est pas propre aux enseignants de français, parce que j'étais censeur, donc j'étais appelé à intervenir dans plusieurs classes avec plusieurs enseignants, que ce soit prof d'arabe, prof d'histoire. Oui. Il y a des enseignants qui ont des compétences comment dirais-je, très respectables, mais ils n'arrivent pas à se faire entendre en classe. Ils ont un problème de communication avec les élèves. Oui. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment réagir face à des problèmes, de simples problèmes. Ils veulent que les enfants soient, comment dirais-je, des poupées. Ils ne doivent pas bouger ni à gauche ni à droite, ils ne doivent pas se retourner.
Donc c'est ces petits problèmes-là qui font que l'enseignant, bien qu'il ait ses connaissances disciplinaires, n'arrive pas à dispenser un enseignement efficace. Oui, merci beaucoup, monsieur. Je suis sincèrement désolé parce qu'on a pris un peu plus de temps que prévu et nous avons une autre table ronde. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai 2 questions, mais je ne vais pas les poser. Je les poserai après à mes chers collègues. Donc, nous vous remercions tous pour vos présentations. Et je tiens à remercier également monsieur Fadel Abdestar, qui nous vient de Tlemcen, qui exerce à Tlemcen. Monsieur Saïd Boumengel, qui nous vient de Sétif, enfin, qui exerce à la wilaya de Sétif, à la retraite. Ok. Monsieur, aussi madame Garouani Khalida, madame Hamouche Yamina, Yamani, pardon, excusez-moi, monsieur Hamouche Yamani, et je ne dirai pas, donc, et Eid Salem Abdenour. Merci beaucoup, de Tizi Ouzou. Merci infiniment.